Très bon après-midi, vous êtes sur Ezaïe Télévision et c'est votre émission Le Monde en 52 minutes. Nous nous rendrons au Niger, nous irons du côté du Moyen-Orient et nous allons terminer par l'Asie. Mes invités, Hamzat Abdoulaye, il est expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. Juste à côté d'Hamzat, Oulzat Mama, elle est expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Comment tu vas? Très bien, merci. Le dernier panéliste, Morgane Assogba Metondi, consultant en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. L'actualité est très riche cette semaine, la semaine écoulée. Le monde n'était pas du tout en repos là. Nous allons démarrer par le Niger, une nouvelle sortie médiatique du général Tiani. La France, une fois encore, au banc des accusés à l'occasion de la fête de l'indépendance. Le général Abdourahmane Tiani, l'homme fort de Ndiamé, a remis le couvert. Oulta. Oui, effectivement, il a remis le couvert. De toute façon, ça n'est pas bien surprenant, puisque dans sa posture de militaire, et également, étant donné qu'il est à la tête d'un État qui a certains pans de sa sécurité à renforcer, on sait sur le plan intérieur la lutte contre un certain nombre de rébellions. Certaines avaient été pacifiées sous son prédécesseur Mohamed Bazoum via un certain nombre de négociations, et certains parmi les factions ont repris les armes. Et puis il y a toutes les attaques maintenant nombreuses contre les infrastructures, notamment celle du pipeline, le pipeline Niger-Bénin qui est aujourd'hui en sommeil, mais les installations du côté d'Agadem sont la cible récurrente de groupes armés. On a également la société chinoise d'exploitation du pipeline qui a mis les activités en repos, en sommeil. Donc vous avez un certain nombre d'attaques et vous avez une recrudescence de façon générale depuis l'avènement au pouvoir du CNSP le 26 juillet 2023, des attaques terroristes sur l'ensemble du territoire. Donc c'est normal que sa préoccupation et l'essentiel de son propos porte sur la sécurité du Niger. C'est à remettre effectivement dans un contexte également où les pays de l'Alliance des États du Sahel, globalement, prônent défendent s'attaquer et surtout se défendre contre une forme d'impérialisme dont une des manifestations serait un néocolonialisme militaire. Donc vous avez là le sous-texte le contexte qui permet de comprendre qu'on se soit appesanti sur la question et qu'on ait encore une fois désigné la France comme l'ennemi qui attise les dissensions internes, qui attisent les rébellions et qui donneraient comme ça soit du renseignement militaire, soit des armements aux groupes rebelles qui attaquent le Niger. Mais le plus important ici, au-delà de la France, c'est ce qui nous concerne stricto sensus dans la région ouest africaine, c'est bien la brouille entre le Niger et le Bénin, dont les éléments de langage ont changé, beaucoup changé. On ne parle plus aujourd'hui de bases militaires, 5 bases militaires qui avait été énoncé comme par Ali Maman Lamine Zein, le Premier ministre nigérien. Aujourd'hui, on ne parle plus de base militaire en tant que telle, mais on parle d'agents français qui mèneraient des opérations de subversion. Donc on reviendra plus tard sur cette dégradation de la terminologie du discours, tout à fait. Alors, Hamzat, dites-nous un peu, nous avons constaté que cet entretien médiatique était quand même une sorte de bilan depuis sa prise de fonction. Oui, ce qui est quand même normal dans l'exercice d'un chef d'État à la tête d'un pays, surtout en cette période des indépendances. Je trouve que le discours, pour moi, est normal pour le général Tiani, dans la mesure où on sait les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir, coup d'État militaire, ensuite récupération de ce coup d'État pour en faire un contexte de souveraineté qui puisse permettre au peuple nigérien de s'affranchir du néocolonialisme instauré pour eux par les Français. Et ce discours est d'autant plus normal qu'aujourd'hui, le CNSP est en réalité acculé par les réalités de la gestion du pouvoir. Parce qu'une chose est de mettre ou de dire qu'on peut gérer le pouvoir,
mais c'est toute une autre d'être à la tête d'un État et de gérer ce pouvoir. Les réalités au Niger n'ont jamais changé depuis juillet 2023. La population continue de souffrir de l'insécurité alimentaire et la corruption n'a pas pour autant cessé au sommet de l'État. On a beau dire que la tête a changé, mais les habitudes n'ont pas changé. Les véritables fantômes du Niger, en réalité, on doit se le dire, ce ne sont pas que les néocolons, ce ne sont pas que les Français. Alors, quand je parle des Français, c'est diversifié. Il y a le rapport lié à la coopération militaire et de défense qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a le rapport lié à la diplomatie également qui n'existe plus aujourd'hui. Mais il y a aussi ce rapport lié à l'économie, le lien économique entre le Niger et la France qui n'a pas été pourtant effacé, même si certaines grandes structures multinationales ont disparu sous le coup de certaines décisions politiques. Donc, je veux dire par là que les rapports sont autres depuis ce coup d'État, mais la nature des problèmes des Nigériens n'a pas pour autant changé. Et ça va être le véritable défi du général Tiani dans les prochains mois qui vont suivre, parce que le discours contre l'anticolonialisme, le discours contre les Français, c'est pour un temps. Ça ne pourra pas prendre d'effet pendant très longtemps. Et c'est ça le véritable risque dans ce discours où on attaque à tout vent les Français. Parce que certes, les Français, dans une certaine mesure, parce qu'il faut le dire, enfin, cette politique de la France-Afrique, c'est une réalité du chef d'État Mitterrand jusqu'au chef d'État Hollande, pour ne citer que cela. Par Sarkozy et exactement, pour ne citer que cela. Donc, c'est une réalité, c'est factuel. Mais c'est isoler le véritable fond du problème. Le véritable fond du problème, ce n'est pas que la France, c'est aussi les dirigeants, c'est aussi les élites qui n'ont pas su trouver la bonne formule pour que les richesses puissent être évidemment convergées vers le bas. La deuxième chose, et ça c'est ma deuxième lecture vis-à-vis de ce discours, je trouve que nous sommes également dans une sorte de guerre géopolitique. C'est-à-dire, le Niger a changé de partenaire ou a préféré trouver un partenaire de défense beaucoup plus solide en la personne de la Russie. Et ça, c'est clair et établi. Et le Bénin, traditionnellement, est un allié de la France. Ça aussi, on l'aurait déjà noté. Et dans le cadre, je vais dire, d'un affrontement entre les anciens blocs, parce que c'est aussi un mythe de dire que les blocs continuent de s'affronter. Dans ce cadre, justement, la Russie et les Occidentaux font désormais de l'Afrique un terrain de guerre, par procuration si vous le voulez, mais sur tous les plans. Ça, on peut le noter sur le plan économique, sur le plan de la défense, sur le plan de la sécurité et maintenant sur le plan de la diplomatie. Et les attaques multiples du général Tiani vis-à-vis du Bénin, pour moi, justifient cette guerre qui prend des proportions inquiétantes sur le continent africain. La question aujourd'hui est de savoir, est-ce que le Niger pourra trouver la juste mesure pour mélanger ce que j'appelle la souveraineté et la mondialisation, la nouvelle mondialisation qui doit prendre en compte justement les autres États de l'AES. Quel sera désormais le type de rapport que le Niger doit bâtir avec ses voisins? Est-ce la fin du bilatéralisme? La question reste ouverte. Alors, comme on pouvait s'y attendre, il n'est pas allé de main morte concernant la France. Et également, on a constaté qu'il s'est beaucoup apaisanti sur les différentes sanctions prises par la CEDEAO. Il est très important de faire le lien entre la CEDEAO, la France et la question de la sécurité. C'est un fait indéniable lorsqu'on remonte le cours de l'historique qui nous a conduit à cette crise dans cet espace ouest africain. La plupart des États membres de l'Alliance des États du Sahel ont vécu pratiquement cette sanction, pour ne pas dire ces sanctions de deux poids, deux mesures, il faut préciser. Et ont tous trouvé le fait que la France était derrière les agissements de la CEDEAO. Maintenant, est-ce que c'est vérifié? Difficile à le dire, mais dans la pratique, il est clair que le financement ou la mobilisation des ressources nous montre une direction qui ne confirme pas l'entièreté de la capacité de la CEDEAO. Toutes les institutions en Afrique, d'une façon ou d'une autre, ont besoin de partenaires techniques et financiers
pour exister. Il n'y a pas que la CEDEAO, il y a l'Union africaine, il y a les autres ensembles sous-régionaux qui vivent la même chose. Donc ici, on est dans une dynamique qui correspond au schéma de fonctionnement des institutions de la CEDEAO et aussi des autres institutions de l'Afrique. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un lien entre ce qu'a fait la CEDEAO et ce qu'advient aujourd'hui le Niger. Maintenant, il faut revoir cette question de souveraineté qui semble être propulsée à un niveau très élevé de l'autre côté des États membres de l'Alliance des États du Sahel. La souveraineté est un fait, mais le caractère géographique et géostratégique du fonctionnement des États impose la coopération. Et dans cette idée de coopération, il y a une sorte d'interdépendance qui fait que le caractère souverain, à des moments donnés, est appelé à faire place à la nécessité de coopérer pour retrouver ou pour permettre aux populations de jouir pleinement de disons, de cette volonté ou de cette mission qui est conférée aux leaders. Et prenons le cas de cette question de la sécurité. Aujourd'hui, ce qui motive les États membres de cette alliance, c'est bel et bien le facteur sécuritaire. Mais il est clair aujourd'hui que si tous les États, que ce soit les pays du Golfe et les pays du Sahel, ne se mettent pas ensemble pour régler cette question sécurité avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, que ce soit la Russie, la France ou les États-Unis, tout le monde va continuer de se retrouver dans une situation d'insécurité. Parce que si la question est réglée au niveau du Sahel et n'est pas réglée au niveau du Golfe de Guinée, il y a une problématique qui se pose. Et on ne saurait imposer à un État dans la dynamique souveraine le choix de ses partenaires. Donc il y a une nécessité pour toutes les parties de comprendre la notion de multilatéralisme et de liberté de coopération dans une perspective de défense des intérêts nationaux. Et je pense que c'est là le problème, parce qu'il y a certains qui estiment que d'autres ne devraient pas avoir pour partenaire tel ou tel. Et je rejoins Monsieur Hamza dans sa question de guerre par procuration géopolitique ou géostratégique, parce qu'on estime que si la France reste un partenaire du Bénin, alors que la Russie reste le partenaire le plus important du Niger, du Mali, il faut se méfier. Et du Burkina, il faut se méfier du Bénin, alors que c'est faux. Le Bénin est certainement avec la France pour des intérêts spécifiques et le Mali avec la Russie pour des intérêts spécifiques. Alors, Hulda, vous l'avez dit dans votre première prise de parole, que dans cette intervention, on ne parlait plus des bases militaires, mais on s'attendait certainement quand même à ce que le général Tiani, dans cet entretien, puisse nous brandir quand même quelques preuves pour, qui accusent, qui autrefois encore, il n'y a pas longtemps, accusait le Bénin d'être la base arrière de la déstabilisation du Niger. Deuxième volet de ma question, on a vu dans cet entretien également, il a rendu des hommages à la médiation de Thomas Boniaï et de Nicéphore Dieudonné Soglo. Oui, effectivement. Alors, en ce qui concerne le premier pan de votre question, effectivement, on a été surpris de ce qu'on ne parle plus désormais de base militaire, mais d'éléments des renseignements français qui agiraient, qui mèneraient des opérations de subversion, qui visent à renverser, oui, un certain hélicoptère Puma qui a atterri sur l'aéroport, deux aéroports du Nord Bénin, avec des détails kilométrés entre Parakou et puis cet aéroport en question. Bon, on a l'impression qu'on se noyait un peu dans tous ces détails. Ceux qui ont avalé ont réussi à avaler. Absolument. Je pense qu'il y avait énormément de détails qui visaient à étayer les accusations graves. Le problème, c'est un problème de cohérence entre les propos qui ont été émis il y a quelques semaines et puis ceci, parce que soit c'est une base et ils ont eu des difficultés effectivement à amener des preuves parce qu'elle se voit comme le nez au milieu de la figure, une base militaire, étant donné le nombre d'infrastructures qui sont nécessaires à appuyer le terme de base militaire, comme ils sont dans la possibilité en réalité de fournir ces preuves-là, on parle davantage d'agents. Donc c'est intéressant de noter ça également parce que quelque part, ça
indique toujours, certes, que le Bénin serait comme ça complice d'opérations de déstabilisation de la part de la France. Ouais, mais est-ce que nous sommes lavés de tout soupçon? Non, pas lavé de tout soupçon, mais quelque part, ça diminue quelque part la charge, parce qu'il ne s'agit plus d'abriter des bases directement dirigées contre les régimes militaires sahéliens, parce qu'il n'y a pas que le Niger dans cette histoire, puisque Ibrahim Traoré, le 11 juillet dernier, s'est rajouté aux griefs Oui, mais quand on portés suit un contre peu le Bénin. l'interview du président, du général Tiani, on se rend compte que quelque part, il a un peu noyé son acolyte. Oui, c'est ce que je veux dire. On s'est noyé un peu dans ces preuves-là. Il est intéressant à cet égard de noter également que, plus que le Bénin, on a également indexé le Nigeria, qui, aurait été armé via Boko Haram et en tout cas sa faction dissidente, l'ISWAP, pour déstabiliser également le Niger. Le problème, c'est que malgré ces allégations contre le Nigeria, il n'y a pas eu de fermeture de la frontière voilà. contre le Nigeria. Donc vous voyez que, au-delà des dynamiques qui sont frontalement énoncées par les dirigeants du CNSP, il y en a d'autres certainement qu'on ne veut pas apporter à la lumière. Ensuite, en ce qui concerne donc le deuxième volet, oui, qui la était médiation de la Thomas médiation, Boniaï effectivement, et de non, mais il s'agissait, vous savez, quand même, dans l'esprit africain, d'honorer l'âge, d'honorer également la fonction. Lorsque vous avez un poids institutionnel, vous avez un poids générationnel qui a été la mise au crédit de ces tensions entre deux voisins, entre deux peuples qui historiquement collaborent. Donc je pense que c'est une façon aussi de montrer une ouverture et un respect, quoi qu'il en soit, envers le peuple béninois, et peut-être de se départir de ses dirigeants tout en renouvelant une certaine amitié envers le peuple béninois que pourraient représenter dans une certaine mesure ces deux anciens dirigeants. Il faut également noter que il est intéressant de montrer comme ça les aspects sécuritaires et les ennemis de l'extérieur, également pour ne pas se concentrer sur ce qui à l'intérieur fait mal et les conséquences de la fermeture de la frontière entre le Niger et le Bénin. De façon globale, les denrées alimentaires, leurs prix ont flambé. Il y a le prix du riz a doublé notamment. Il y avait une interdépendance en ce qui concerne les céréales, en ce qui concerne un certain nombre de tubercules comme le manioc ou l'igname qui n'arrivent plus aujourd'hui au Niger. Donc désigner comme ça un ennemi de l'extérieur, c'est toujours un peu opportun pour une espèce de cache-misère pour éviter également de parler de ce qui fait mal à l'intérieur. Et puis je voudrais terminer sur l'élément assez important, je trouve, qu'a soulevé Morgan Assogba, c'est cette nécessité de coopérer entre les États sahéliens et ceux du Golfe du Guinée, puisque de facto la menace terroriste se métastase au pays côtier. Donc le problème, la nature essentiellement transfrontalière du terrorisme contraint les acteurs, qu'ils s'entendent ou qu'ils ne s'entendent pas, en toute responsabilité politique, à coopérer. Et c'est là que entre en jeu cette défiance entre ces acteurs. Et il faudrait nuancer cela parce que on a l'impression que lorsque, par exemple, Hamzat parlait de bloc occidental, de bloc comme ça, de l'Est et puis du Sud global, mais en réalité, même au sein de ces blocs, mais il y a des rivalités féroces. Ouais. Donc, vous avez entre les alliés de l'OTAN un front uni sur les questions géopolitiques, etc. Mais il y a une guerre absolument sans merci sur d'autres sujets. Ouais. Donc, il ne faut pas croire, je prends ça comme exemple, pour dire qu'on a le droit de coopérer sur certains dossiers tout en ayant des désaccords sévères sur d'autres. Et ça se voit ailleurs. Donc je pense que c'est cette nuance, cette appréciation et c'est ce cas par cas qu'il faut que nos dirigeants adoptent, plutôt que cette vue monolithique des allégeances, par exemple, ou d'une conception de l'ordre géopolitique, avant de pouvoir collaborer. C'est essentiel, encore une fois, pour endiguer une fois pour toutes cette menace terroriste. Et puis à noter, l'intrusion de ce conflit russo-ukrainien quand même dans notre espace sous-régional. De toutes les façons, ça fera objet d'une autre émission. C'est vrai, c'est une question d'actualité. Alors, pour sortir de ce sujet nigérien, Hamzat, est-ce que cette opération de charme était opportune?
Alors, moi, je trouve que toute prise de parole, parce qu'en communication politique, il faut le rappeler, la prise de parole a un effet très important. Cette prise de parole a un effet vraiment significatif. Même quand on fait par économie rapport- de vérité. Alors, le chef de l'État nigérien est dans une posture un peu complexe. À la fois, il défend ce que j'appelais cette souveraineté, euh, bon, débridée, parce que cette souveraineté... Débridée. Oui, bien sûr, parce que pour moi, cette souveraineté est spontanée et n'est basée sur aucune idéologie politique. Quand vous prenez les pères du panafricanisme, Kwame Nkrumah ou Nnamdi Azikiwe, euh, c- c- le, le panafricanisme n'est pas la souveraineté aujourd'hui affichée à la fois par l'AES ou des panafricains Bon un peu éparpillés sur le continent. Donc c'est pour dire que l'esprit du panafricanisme respecte certains codes, notamment le code idéologique. Donc oui, pour moi, c'est beaucoup trop débridé cette souveraineté spontanée qui consiste à chasser tout le monde et qui consiste d'ailleurs à ramener d'autres personnes sur le terrain, et ça ne résout pas les problèmes. Pour moi, je note vraiment, et ça c'est très important, je pense que ce discours montre clairement pour moi que la guerre asymétrique va prendre d'autres proportions. Je parle de cette guerre asymétrique sous-régionale. Vous savez, le Niger, le Mali et le Burkina Faso se sont calqués sur leur position. Mais leur position ne veut pas dire que c'est la fin de la lutte contre l'insécurité. L'insécurité elle-même, l'insécurité contre le terrorisme. Vous savez, c'est un fléau qui est peut-être né de la déflagration de l'État de la Libye, qui s'est prolongé dans tout le Sahel. Et aujourd'hui, c'est aux portes des pays du Golfe de Guinée. Alors, si les États continuent de se tourner le dos par rapport à ces questions de qui doit être le partenaire de qui, ou qui doit, je ne sais pas, choisir les intérêts au détriment des populations, etc. Ou tu es avec moi ou tu es contre moi. Où se situe véritablement le point enfin, le point rouge, je vais dire, contre la lutte contre le terrorisme. Donc, pour moi, c'est fondamental. Les États ne peuvent pas continuer à se tourner le dos alors que la menace, la véritable menace, elle est en train de prendre des proportions considérables. Le Bénin, à titre d'exemple, il y a quelques jours, a été la cible de plusieurs attaques en une série de 5-6 jours. Donc, c'est une inquiétude qui montre une nouvelle fois que ce n'est pas en se tournant le dos ou ce n'est pas en se tirant dessus pour le choix d'un partenaire ou autre que le terrorisme va se taire pour autant. Et cette guerre asymétrique prend tellement de proportions aujourd'hui que l'État est quasiment amorphe à réagir. Et l'État dans son ensemble, le Bénin ou l'AES qui met en exergue des militaires, mais qui pour autant n'assure pas aujourd'hui, de façon concrète, la défense des populations. Et c'est là la véritable inquiétude. La deuxième inquiétude pour moi, c'est la crise de la diplomatie du multilatéralisme. Alors, certes, on voit dans l'AES, en tout cas pour ceux qui sont pro-AES, pro-souveraineté débridée, on voit dans cette réunion, ou dans cette réunification d'États, l'espoir par rapport à, enfin, l'espoir contre un néocolonialisme incertain, comme moi je l'appelle. Mais je trouve qu'il y a crise de multilatéralisme et il faut qu'on s'y pense véritablement. La source des crises de multilatéralisme n'est pas née en 2024. Pour moi, ça remonte en 1945, ou dans leur façon de mettre en place un nouvel ordre mondial, les grands États, les grandes puissances ont échoué à constituer un véritable ordre multilatéral, surtout avec l'ONU et cette multibranche. Et je finis là-dessus. Non, je vais pas te laisser finir. Hamzati, je te laisse finir. Nous n'allons pas aborder le second sujet, alors que nous avons 3 sujets cet après-midi. Bien sûr. Donc, merci beaucoup. Alors, nous nous rendons du côté du Moyen-Orient. Je sais que c'est un sujet très attendu. Et là encore, je parie que je vais devoir couper la parole à Hamzat, parce que quand il s'agit de cette partie du monde, il est très attentif. Au Moyen-Orient, l'assassinat d'Ismaël Haniyeh pourrait-il embraser cette partie du monde? Alors, Morgane, depuis l'assassinat du chef politique du Hamas à Téhéran, le monde vit-il dans la peur? Le monde vit dans la peur depuis très longtemps.
Et il faut dire que la peur ne signifie plus grande chose au monde aujourd'hui, puisque le monde s'est accoutumé de la peur. Ce qui est à plaindre, c'est le désastre humanitaire qui va avec cette présence de la peur, mieux, qui va avec les actions qui nourrissent cette présence de la peur. Et quand vous regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, je pense que nous, de ce côté du monde, avons même plus peur que de ce côté-là du monde, parce c'est leur réalité. Ça fait plus d'1 an que cette situation est en train de durer, ou pratiquement, et ça fait des décennies que le Moyen-Orient est tourmenté, mais qu'est-ce qu'on constate? Il y a toujours de l'armement qui circule, il y a du financement qui circule, et il y a une idéologie psychologique et sociologique qui se développe de façon à ce que même les nouveau-nés sont déjà préparés pour la guerre. Et ça, c'est un problème très fondamental qui va au-delà de l'aspect diplomatique de la chose, mais qui est une problématique fondamentale par rapport même aux personnes intrinsèques des populations qui y vivent. Maintenant, est-ce que nous nous dirigeons vers une braise très ardente qui va impliquer tout le monde dans le Moyen-Orient? Je pense que petit à petit, cette question est inévitable. Pourquoi? Il y a plusieurs foyers qui sont allumés et il y a eu des assassinats très stratégiques qui se sont opérés. Des pertes énormes hein, pour la masse. Hein. Et mieux, aujourd'hui, il y a un changement de leadership qui souffle un peu partout au niveau des pôles de backup. Quand je parle de pôles de backup, c'est-à-dire ces pôles-là qui constituent, pas l'huile, hein, mais l'essence qui attise tout ce qui se passe de l'autre côté du Moyen-Orient. Israël a besoin d'un armement pour continuer à faire son bombardement. De l'autre côté de l'Iran, il y a des partenaires qui sont nécessaires. Et on a tous ces foyers qui s'allument, qui sont allumés. Et tout ce qui reste maintenant, c'est la poudrière et une petite allumette pour embraser tout ce qui va avec. Alors justement, en parlant de poudrière, hein, on constate que, est-ce que l'armée israélienne a décidé de dissimer totalement toutes les têtes pensantes de Hamas? Oui, alors il est intéressant de noter en prélude alors, il y a 2 versions à l'assassinat, notamment d'Ismaël Haniyeh, puisqu'il y a également le chef de la branche militaire de Hezbollah qui a été assassiné, cette fois-ci de façon tout à fait assumée par Israël. C'est que l'Iran parle eh bien, d'un projectile de courte portée qui aurait été envoyé comme ça dans la maison d'hôte où logeait Ismaël Haniyeh, alors qu'on a des révélations du Wall Street Journal qui parlent eh bien, d'une bombe qui était là depuis 2 mois et qui en réalité aurait dû être actionné lors des commémorations eh bien, du décès d'Ibrahim Raïssi et que eh bien, les conditions n'avaient pas été jugées optimales par Tsahal, le Mossad, et que ainsi on a jugé que c'était maintenant qu'il fallait le faire. Donc cet élément n'est pas anodin parce que ça montre une faille sécuritaire au sein de l'appareil d'État iranien. Les gardiens de la révolution. Des services secrets, mais également des gardiens de la révolution. Donc ça montre qu'il y a un sérieux problème, qu'ils ont été infiltrés. Et je dis cela eh bien, pour donner un exemple et montrer, en tout cas étayer mon propos, parce qu'il s'agit ici, dans tout ce que fait Israël, d'abord, dans un premier temps, de rétablir la dissuasion. La dissuasion, c'est-à-dire c'est-à-dire la capacité de faire craindre aux ennemis d'Israël, sa capacité à riposter à toute attaque, et également de les dissuader au vu du coût élevé, militaire, politique, qui pourrait, en tout cas, qu'il pourrait porter en cas d'attaque, eh bien, de les dissuader d'attaquer Israël. Mais parce que après l'humiliation... Avec votre permission, oui. Cet après-midi de Fouzano, sur ce plateau, cet assassinat, c'est vraiment... On pourrait mettre ça sur le dos d'Israël? Non, mais alors, c'est quelque chose qui est indexé, oui, mais on l'impute à Israël, effectivement, même si ça n'a pas été revendiqué, même si, de façon assez masquée, Benjamin Netanyahou a pris la parole et a quand même revendiqué une étape, quand même, dans l'élimination des ennemis d'Israël, sans nommément, eh bien, revendiquer et
own, revendiqué Ah ouais. l'assassinat d'Ismaël Haniyeh. Donc je disais, c'est important ici de comprendre qu'il s'agit de rétablir la crainte des ennemis d'Israël vis-à-vis de l'État hébreu, de rétablir la dissuasion, non pas seulement ce dôme de fer qui a failli quelque peu, mais une espèce de dôme de fer psychologique également qui retenait les adversaires d'Israël à l'attaquer. Et justement, montrer comme ça qu'on peut aller juste dans l'intimité du régime iranien, c'est une façon de la rétablir, c'est une façon de rétablir également la dissuasion, c'est une façon de montrer à quel point nous sommes dangereux. On sait qu'il y a également un soft power israélien important vis-à-vis beaucoup de productions, notamment sur Netflix, qui montrait à quel point les agents du Mossad sont redoutables, à quel point on vous retrouve où que vous soyez. Il s'agit un peu de laver l'affront du 7 octobre et de remettre comme ça au goût du jour ce qui avait été quelque peu étiolé par l'humiliation de cette attaque. Mais ça n'est pas la seule chose. Il s'agit également d'un calcul politique clairement de la part de Benyamin Netanyahou, une espèce de fuite en avant. Il veut éviter de rendre des comptes sur ses responsabilités dans les attaques, ses responsabilités à double titre, sécuritaire, mais également il a fait perdre du temps quelque part à l'État hébreu avec une distraction engendrée par sa réforme de la justice et puis ces mois de manifestations extrêmement intenses de la part de la population israélienne. Donc lui éviter de rendre des comptes, lui éviter également de faire face à ses affaires lui-même personnelles, ses affaires de corruption. Donc c'est ici ce qui se joue, donc de perpétuer la guerre pour sauver quelque part son statut politique. Alors justement, elle parle de sauver, moi, je me retourne vers vous, Hamzat. Il y a l'Iran qui a promis se venger si cet acte émanait vraiment de l'État hébreu. Est-ce qu'aujourd'hui on ne se rend pas compte que Téhéran même aussi, c'est pas aussi cette forteresse que certains croyaient encore inviolable et intouchable, et que finalement, même l'État hébreu, s'il s'avérait que c'était l'État hébreu, a déjà réussi à infiltrer Téhéran. Écoutez, en parlant de l'Iran, l'Iran n'est plus inviolable dans la mesure où les précédentes semaines ont montré que même des dirigeants, même des hauts dirigeants, pouvaient être atteints à tout moment. Donc moi je trouve que ce n'est pas un débat en réalité. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est l'assassinat, parce que pour moi c'est un assassinat, l'assassinat d'une figure politique du Hamas dans un autre État qui est mêlé en quelque sorte à cette guerre au Proche et Moyen-Orient. Oui, mais ce n'est pas la première fois, il y a déjà eu des tentatives. Effectivement, il y en a eu 4 exactement, et à chaque fois, il s'en est plutôt bien tiré. Il faut croire que la 5e est fatale, comme le disait l'autre. Moi, je trouve que quand on est face à ce type d'assassinat, il faut identifier les potentiels, les potentiels auteurs de cet attentat. Les commanditaires. Alors, les potentiels commanditaires, pour moi, j'en identifie 3. Parce que le Hamas, déjà, a des ennemis au sein de la Palestine. Il y a déjà le Fatah. Le Fatah, pendant très longtemps, c'est l'autre frère qui... Ils ont signé... Ils ont signé, mais ce n'est pas pour autant que la guerre interne est terminée. Il y a toujours des dissensions, il y a toujours de violentes discussions qui aboutissent parfois à des menaces de mort qu'on sait déjà. La deuxième figure que j'identifie, c'est clairement le Mossad, bien entendu. Le Mossad, dans la mesure où Israël, depuis très longtemps, a un outil lié à son renseignement qui est très précis et qui identifie clairement les ennemis d'Israël et qui peut aller jusqu'à les éliminer. Donc pour moi, clairement, depuis qu'il a pris position le 7 octobre par rapport à ces attentats, pour moi, il était ciblé comme quelqu'un à éliminer. Et en dernière ligne, j'identifie le Hamas lui-même parce que au sein du Hamas, il y a plusieurs voies. Beaucoup identifiaient Ismaël Haniyeh comme étant la voie pacifique du mouvement du Hamas. Parce qu'entre autres, on peut citer Mohamed Deif, par exemple, qui incarne l'autre voie, la voie plus rude, la voie plus dure. La voie radicale. La voie radicale du Hamas. Donc,
toute proportion gardée, je pense qu'il faut être prudent pour savoir la suite, je vais dire, des enquêtes que vont certainement mener les autorités iraniennes, même si les gardiens de la paix disent clairement que... Les gardiens de la révolution. Les gardiens de la révolution, pardon. À paix, justement. Enfin, Hein. on peut le dire ainsi. Même si pour eux, de façon claire, l'auteur de cette attaque, c'est clairement Israël. La deuxième chose, je finirai là-dessus, je pense qu'il faut faire une autre lecture de cette attaque, surtout vis-à-vis de l'Iran. Pour moi, c'est une façon d'indexer l'Iran dans cette situation géopolitique qui devient de plus en plus complexe. L'Iran a pris position depuis très longtemps vis-à-vis de cette guerre et vis-à-vis de plusieurs autres sources de tension au Yémen, en Syrie et même au Liban avec le Hezbollah. Et pour moi, c'est une mise en garde très forte à l'encontre de l'Iran. Si l'Iran, dans sa volonté de riposter de façon disproportionnée, ce qui pour moi n'est pas possible, parce que déjà le nouveau président est un président plus modéré, qui veut aller dans une dynamique de paix relative, oui, mais qui a promis pas, ne pas rester les bras croisés oui, également. Oui, hein, donc, oui, mais on connaît en quelque sorte son origine politique, on sait sa posture idéologique. Et pour moi, on ne trahit pas sa posture idéologique. C'est très important. Même si vous incarnez des valeurs nationales, votre posture idéologique, parfois, vous guide. Et pour moi, il va, à un moment, chercher à garder l'équilibre dans la sous-région sans pour autant verser dans les propos de l'ayatollah qui, pour moi, reste exagéré. Alors, la météo géopolitique hein, de cette partie du monde est très orageuse depuis le 7 octobre. De notre côté, on a le Qatar qui était quand même perçu comme le médiateur qu'il fallait, mais après, on se pose encore la question de savoir si c'est toujours le Qatar qui est le médiateur. On sait également que le Qatar héberge le bureau politique de Hamas et le Qatar entretient des relations très, très amicales et très étroites avec l'Israël. Alors, à ce jeu, je vous pose la question de savoir, vous qui êtes le consultant géopolitique, le Qatar est prêt à faire un choix? C'est une question beaucoup plus stratégique que, je dirais, émotionnelle. Sur le plan émotionnel, le choix du Qatar est déjà fait. C'est clair que le Qatar épouse l'idée de devoir répondre, parce qu'il faut rappeler qu'il abrite non seulement le bureau, mais que celui qui a été assassiné y vivait. Et la gravité de ce qui vient d'être fait, semble ne pas être vraiment perçue, parce que c'est très grave. Il y a une kyrielle de... Donc quoi, quand il vivait au Qatar, on ne l'a pas tué, mais c'est quand il se retrouve en Iran? En Iran. Ah, d'accord. Ça, c'est un. Et il y a une kyrielle de règles de droit international qui ont été violées. Et qui, normalement, dans un contexte approprié, méritent effectivement une réponse. On a vu ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu un assassinat dans une des ambassades de l'Iran, je pense bien, oui. Israël a bombardé une ambassade et a éliminé, c'était en Syrie, oui, et a éliminé, c'est déjà grave. On se rend compte au fait que quand il s'agit de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de tout ce qui doit être fait comme protection d'une personnalité diplomatique qui est sur votre territoire, ce qui vient d'être fait par Israël en griffe, on met en griffe parce qu'on n'a pas des résultats officiels. Oui, mais nous avons écouté Hamza tout à l'heure qui a quand même cité des différents... Vous savez, pour éliminer ces trois hypothèses, il faut comprendre la pertinence ou ce que gagnerait chacune des personnes indiquées par rapport à cet assassinat. Et à la loterie, cette loterie gagnante, c'est pas une loterie. Israël qui a gagné. Israël a tout à gagner et Israël y travaille depuis très longtemps. Lui-même l'a dit quand il a parlé du Mossad. Si le Hamas voulait éliminer ce leader, le Hamas l'aurait fait depuis puisqu'il appartient au Hamas. Et si les autres acteurs ou les autres hypothèses qui ont été citées
voulait réellement y arriver, ce serait fait depuis. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte géopolitique du Moyen-Orient qui donne gagnant, pour ne pas dire intéressé, par la suppression de ce leader aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, Israël. Et Israël n'a même pas branché d'un iota pour exprimer un quelconque remords par rapport à ce qui est en train d'être fait. Et donc, je veux dire, émotionnellement, le Qatar a déjà sa position, mais de façon stratégique, pour ce qui est des intérêts, des enjeux économiques, des enjeux diplomatiques, tout ce qui va avec, le Qatar peut se remettre en cause. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde ces enjeux et on regarde ce qui est en train de se passer de l'autre côté des États-Unis, parce qu'il y a un seul acteur qui pourrait amener le Qatar à se retenir par rapport à ce qui est en train d'être fait et à ne pas se lancer dans l'émotionnel à fond, ce sont les États-Unis. Mais ce qui se passe de l'autre côté des États-Unis aujourd'hui n'est pas forcément en faveur de cette capacité à pouvoir contenir l'émotionnel. Et donc, aujourd'hui, Israël a touché la plupart des pays du Moyen-Orient dans leur émotion. D'accord. Et quand vous regardez la culture des acteurs du Moyen-Orient, une fois que le culturel et l'émotion est touché, le comportement radical suit naturellement. Et aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour que le cocktail d'un embrasement du Moyen-Orient soit effectif. Alors, il est en train de parler d'embrasement. On se rappelle qu'il y a, au cadre du Hamas, lors des funérailles à Doha, qui a déclaré que, bon, la mort du chef politique change toute la donne. Alors, parole en l'air, parole d'émotion, ou alors une annonce très forte qui va faire mal les jours à venir. Non, ça peut être inquiétant à double titre parce que ça intervient dans un contexte particulier où on était dans le cadre de négociations sur un cessez-le-feu. Alors un cessez-le-feu, la terminologie, selon qu'on se place du côté du Hamas ou selon qu'on se place du côté d'Israël est différente parce que du côté du Hamas, on souhaite en réalité la cessation du conflit et du côté d'Israël, on parle simplement de pause qui permettrait de libérer un certain nombre d'otages et d'apporter une aide humanitaire aux individus enclavés et pris en otage. Prise en otage peut-être même de la bande de Gaza. Et de l'autre côté, donc, dans ce contexte-là, l'assassinat d'Ismaël Haniyeh intervient pour clairement torpiller ces négociations dont on ne veut pas réellement. Que ce soit du Hamas, on trouve parfois des excuses, mais la plupart du temps, du côté d'Israël, pour ne pas signer, là où les Américains vantent un accord parfait et en tout cas qui répondrait aux aspirations de part et d'autre. En tant qu'expert, dites-moi, pourquoi commencer quelque chose qu'on ne peut pas supporter dans la durée? Non, parce que pour l'instant, je pense pas que les calculs en tout cas du protagoniste principal pour l'instant, qui est la personne de Benjamin Netanyahou, soient de longue portée. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une question de survie pour lui, d'étendre au maximum l'état de guerre et ainsi après d'ajuster ses options. En étendant l'état de guerre, ça permet, encore une fois, de déplacer la focale de son point de vue personnel, en tout cas de sa responsabilité personnelle et encore une fois des affaires qui sont longues, lourdes, des conséquences qu'il traîne, sur la question de la survie d'Israël. Mais au-delà de cette question de l'accord de paix que ça permet comme ça d'envoyer voler, il y a aussi cette signature entre le Hamas et le Fatah, les anciens les frères ennemis, voilà, qui là aussi, parce que lorsque ces deux-là s'associent pour un gouvernement partagé à la fin des hostilités entre le Hamas et Israël, ça veut dire que Israël devra négocier avec le Hamas. Donc ça veut dire que quelqu'un qu'on considère comme un terroriste, quelqu'un qui est à l'origine de l'attaque la plus dévastatrice contre Israël en plusieurs années, on sera obligé de le considérer comme un interlocuteur viable, comme un interlocuteur comme un autre. C'est la normalisation du Hamas via la signature de cet accord présidé par la Chine avec le Fatah, qu'il s'agissait également de torpiller par là pour les
en tout cas, les acteurs politiques israéliens. Je pense que c'est ces deux dimensions-là qui permettent, encore une fois, de perpétuer l'état de guerre et de sauver quelque part, encore une fois, la personne de Benjamin Netanyahou. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, le président iranien, à peine élu, parle déjà de faire regretter cet acte lâche à Israël. Alors, moi, je vous pose la question de savoir qui viendra mettre fin à cet enfer? Lui? Ah oui, c'est une grosse question. Ou alors, qui fera vivre l'enfer à qui? Oui, Israël fera vivre l'enfer, l'Iran fera vivre l'enfer. On veut comprendre. C'est une question que je trouve d'ailleurs sempiternelle, c'est-à-dire toujours posée, à laquelle on ne trouve pas de réponse viable depuis très longtemps. Et je pense pas que la réponse puisse provenir d'une analyse sur un plateau, sur les côtes tropicales. Mais pour être réaliste, je pense que... Oui, mais déjà, est-ce que le président iranien, à peine installé, à peine investi, il a besoin de... Ou alors, c'est sa façon à lui de dire que, bon, là, de rassurer l'ayatollah Khomeini pour lui dire, bon, je suis là, je ferai vraiment le job. Non, la gestion du pouvoir, ça ne se limite pas à « je peux faire le job ». Je pense qu'il y a la réalité, la réelle politique auquel il faut être confronté et parfois faire des choix forts. Et je le disais, faire des choix forts, parfois nécessite qu'on puisse dans ces idéologies. Et je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui puisse aller vers l'embrasement total dans la sous-région. Je ne le pense pas. Et j'aimerais revenir par rapport au précédent propos de Ouldad. C'est vrai qu'il y a un accord de paix entre le Fatah et le Hamas, mais je continue de le dire, le Fatah n'est pas l'ami du Hamas, encore moins la disparition ou l'assassinat d'Ismaël Haniyeh ne veut pas dire de façon claire que le Fatah n'y est pour rien. Parce que la posture d'Ismaël Haniyeh face au Fatah n'a jamais changé. Et pour moi, c'est des choses qui doivent être assez claires. Tout le monde, pour moi, est identifié comme étant potentiel suspect par rapport à cet assassinat. D'autant plus que la personne d'Ismaël Haniyeh faisait l'unanimité. Bien avant le 7 septembre, clairement. Le 7 octobre. Pardon, le 7 octobre. Septembre revient incessamment. On parle du 11 octobre, on parle du 11 septembre, et on parle du 7 octobre. Exactement. Bien après le 7 octobre également, sa figure faisait tout de même l'unanimité. Sa figure, essayait de regrouper les hostilités qu'il y a entre les frères au sein du Hamas et au sein des Palestiniens qui ne s'entendaient pas, notamment le Hamas et le Fatah. Il incarnait cette branche, je vais dire, pensante et intelligente du Hamas, contrairement à Mohamed Deif que je citais précédemment. Donc, tout le monde, pour moi, est suspect et son élimination est peut-être une façon, et ça, je suis d'accord là-dessus, c'est peut-être une façon de prolonger la crise dans cette région. Je ne trouve pas de fin tant que les États-Unis ne vont pas pleinement s'impliquer vers un véritable cessez-le-feu, vers une paix de longue durée dans la sous-région. La clé, c'est les États-Unis. Vous évoquez le Qatar, oui, le Qatar, mais la clé, c'est véritablement les États-Unis. Les États-Unis, aujourd'hui, en tout cas avec les démocrates, ont un intérêt direct avec Benjamin Netanyahou qui ne peuvent rompre sous aucun prétexte. Donc, le soutien qu'on constate, même si c'est un soutien qui parfois est voilé, le soutien existe. Et tant que ce soutien perdure, et à l'encontre de Benjamin Netanyahou, et à l'encontre d'Israël dans son ensemble, le conflit ne s'arrêtera pas de sitôt, parce que de l'autre côté, il y a des exactions. Le conflit, c'est ça? Oui, pour moi, c'est inévitable. D'accord. Pour moi, c'est inévitable. La deuxième chose, et je finis rapidement là-dessus, je pense qu'il est temps que ce qu'on appelle l'ordre mondial puisse prendre à cœur ce problème. Ça existe encore? Oui, l'ordre mondial existe. Ça n'existe pas peut-être pour ceux qui ne veulent pas le voir. Vous voulez dire, mais comme on dit généralement, les 5 familles? Bon, entre autres. Mais pour moi, l'ordre mondial doit véritablement prendre à cœur ce problème. Si on veut voir le bout du tunnel, il est important à la fois que l'ordre mondial constitué à la fois par les États du Sud qui prennent de plus en plus d'ampleur dans le jeu géopolitique et les acteurs du Nord qui sont en train de descendre de la montagne comme Sisi avec sa pierre. Il est très important que chacun
puisse se dire, à un moment, il faut mettre stop Voilà, à justement, ce conflit. moi aussi je te dis stop, Et- histoire de permettre à Morgane de renchérir très rapidement, parce qu'au niveau de la technique, comme on fait déjà des signes, on n'a pas pu aborder le dernier sujet de cet après-midi, parce que c'était alléchant, la thématique. Bon, oui, Oui, très je rapidement. tenais simplement à dire que les États-Unis, il y a des signes qui montrent que les États-Unis n'ont plus forcément le contrôle, ne sont plus forcément la clé dans cette affaire. Ils ont annoncé un deal et le président Biden était convaincu que ce deal était fait. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Israël n'a pas écouté le président Biden. Aujourd'hui, la situation au Moyen-Orient ne peut être résolue que par les acteurs du Moyen-Orient. Et Are you sure? qu'on le veuille ou non, peut-être on se dirigera vers un affrontement encore général. Et à l'issue de cet affrontement, La Palestine the balance of power va se reconstituer. Il y aura des forces qui vont émerger et qui vont donc prendre le devant et dicter la loi ou le comportement à observer. Il ne s'agit pas ici d'un accord. On a vu two-state solution, one-state solution. On a décidé même du two-state solution. Mais comment vous pouvez décider, signer un accord, alors que les peuples qui vivent ensemble n'ont pas encore accepté de vivre ensemble? Donc il y a une problématique du vouloir vivre ensemble qui ne peut que se régler par l'acceptation de l'une des parties de la domination de l'autre ou par la nécessité de l'une des parties de devoir faire avec l'autre. Et on n'en est pas encore. Aujourd'hui, la généralité est en train de s'imposer et le conflit risque de s'embraser. En résumé, il faut que les Palestiniens acceptent la domination d'Israël, ce qui Pas forcément. D'accord. Pas forcément. On vous aura compris. Hein. Chers forcément. panélistes, on vous aura compris. Hein. C'est la fin de notre émission. Le Monde en 52 minutes de ce lundi. Quand on parle du Moyen-Orient et qu'il faille aborder le sujet Israël, Palestine, si vous voulez, en tout cas, ne cherchez pas Hamzat parce qu'il est calé dessus. Hein. Nous sommes allés au Niger, au Moyen-Orient. Nous n'avons pas pu aborder le troisième sujet de cet après-midi parce que les deux précédents étaient aussi intéressants. Retrouvons-nous le lundi prochain pour d'autres sujets à décrypter.